Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui l'un des acteurs les plus chevronnés de la diplomatie française et européenne, un diplomate envoyé aux quatre coins du monde à des postes complexes et prestigieux et dernièrement ambassadeur de France en Chine. Jean-Maurice Ripper, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Alors avant d'aborder la question chinoise, j'aurais voulu avoir votre sentiment alors qu'on passe le cap des 6 mois de cette pandémie de Covid-19, cette crise sanitaire inédite dans le monde contemporain. On parle de basculement de la mondialisation, de basculement des relations internationales. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est aussi grave? Est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce que c'est irréversible? C'est grave. C'est grave certainement. Est-ce que c'est irréversible? Ça, comme aiment à le dire les diplomates, l'avenir le dira. Pourquoi est-ce que c'est grave? D'abord parce que le Covid-19 a frappé et a modifié la méthode de pensée, la méthode de faire des gouvernements dans les États. Et de manière non concertée. Le multilatéralisme n'a pas été à l'œuvre. Chacun se débrouille comme il peut, bien, mal, peu importe. Mais chacun réagit. Donc, il n'y a plus grand-chose de prévisible quant aux décisions des gouvernements. Ça, c'est la première chose qui fait qu'il y a une déstabilisation, pour moi, sérieuse et grave. La deuxième, c'est qu'évidemment, les pays du Sud, bien qu'ils aient été paradoxalement souvent moins touchés par la Covid, notamment en Afrique, perdent des points d'appui dans des partenariats avec les pays du Nord. Quand on interrompt le commerce, quand on décide de préférence nationale, quand on décide d'acheter français, ce qui est très bien, évidemment, pour les travailleurs français, ça veut dire aussi que ce sont des pertes de marché pour les pays en développement qui en ont besoin. Troisièmement, évidemment, les rapports de force entre les grandes puissances sont en train de changer. Et le regard du monde sur les grandes puissances aussi. Et il suffit de prendre les deux exemples extrêmes, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Chacun y est allé dans la surenchère. Nous avons vu le comportement chinois. Le Covid-19, la crise a commencé pas du tout en janvier, comme on continue à le répéter en Chine. Elle a commencé beaucoup plus tôt, probablement vers la mi-novembre. Les Chinois ont caché la réalité pendant 2 mois à la chinoise. Vous savez même qu'ils ont mis en prison des lanceurs d'alerte. Et donc la réaction de la communauté internationale a été tardive. Ensuite, les Chinois ont fait ce qu'ils savent faire. Ils ont tout arrêté, ils ont enfermé tout le monde. Et encore aujourd'hui, si vous êtes un homme d'affaires européen, vous ne pouvez quasiment pas retourner en Chine, tellement les mesures sont drastiques. De l'autre côté, le président Trump a nié la réalité du Covid pour finalement dire que c'était très grave et dire de nouveau aujourd'hui que ça va s'arrêter tout seul. Tout cela concourt à l'incertitude qui est l'ennemi absolu. Et puis évidemment, dernier élément, des relations internationales, évidemment, dernier élément, la crise économique mondiale. Le monde entier est en récession. La Chine a annoncé qu'elle serait le seul pays du monde à ne pas être en récession. Le croiront ceux qui voudront le croire. La réalité, c'est que l'économie mondiale est en panne. Le commerce, or, le commerce et la mondialisation, c'est la prospérité du monde depuis 10 ans. Mais précisément sur ce point du recentrage de la mondialisation qu'on a prédit avec l'Asie, et la Chine évidemment, et les pays satellitaires inféodés, l'Asie orientale notamment, qui serait conquérante à la fin de cette pandémie, enfin en tout cas maintenant, est-ce que c'est le cas où là aussi on peut rétro-pédaler un peu dans cette analyse? Non, les points de force restent. La Chine, les pays de l'ASEAN restent des pays qui vont tirer une partie de la croissance mondiale, mais les États-Unis aussi tirent une partie de la croissance mondiale. C'est notre premier partenaire commercial dans l'Union européenne. Nous avons besoin d'une économie américaine saine. C'est pour ça que quand les gens critiquent la mondialisation, ils ont raison sur beaucoup de choses. Ils oublient simplement que nous en dépendons tous. Donc l'Asie va rester un moteur important. La difficulté, c'est que l'Asie connaît des troubles qui déstabilisent l'ensemble. Et là encore, les relations de chacun des pays d'Asie à la Chine, ces relations vont être centrales. C'est le principe de la roue de bicyclette. La vision du monde des Chinois, c'est que la Chine est le centre du monde. L'empire du milieu, c'est le centre du monde pour les Chinois. Et donc chaque pays doit se définir dans ses relations bilatérales avec la Chine. Tout cela est en train de changer. Un petit peu de l'agressivité aussi politique et militaire de la Chine qui n'arrange pas ses affaires dans la région. Donc oui... Précisément pour la première fois, pardon, pour le sommet qu'il y a eu récemment entre la Chine et l'Europe, oui. On sent qu'il y a peut-être la fin de l'innocence, la fin de la naïveté, comme l'a dit le président français, vis-à-vis du partenaire chinois. Est-ce que c'est un élément de langage et c'est un incantatoire? Non, c'est la réalité. Oui.
Je pense que beaucoup de gens, dans les faits, dans les opinions publiques, d'abord, c'est fondamental dans les pays démocratiques, il faut le rappeler. Les opinions publiques ont été choquées par le comportement de la Chine. Et j'en profite pour corriger une erreur qu'on dit souvent. La Chine n'a pas inondé le monde de masques. Elle a vendu des masques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bien. Donc nous avons vu... Une diplomatie des masques très opportune. Oui, mais enfin, une diplomatie payante, en tout cas en ce qui concerne les pays d'Europe. Ça n'a pas commencé le 14 septembre à Leipzig, cette prise de conscience. Souvenez-vous, ça fait déjà 2 ou 3 années que les sommets Union européenne-Chine réussissent ou ratent. Il y a quelques années, quand je suis arrivé en Chine en 2017, le sommet de Bruxelles n'avait même pas pu produire un communiqué commun. Ensuite, on est reparti qu'à un cas, et c'est ce qui fait qu'il y a 2 ans, on a relancé, par exemple, la négociation d'un accord de partenariat sur les investissements, qui n'avance pas, qui a été examiné, mais qui n'avance toujours pas. Donc, ça fait déjà plusieurs années que les Européens, notamment les entreprises européennes, considèrent que dorénavant, les conditions d'exercice du travail en Chine sont trop difficiles. N'oubliez pas non plus que dans sa stratégie chinoise, l'Union européenne a adopté, il y a 1 an et demi, je crois, un concept assez dur qui était de dire que la Chine était un partenaire, mais aussi un adversaire systémique. Oui. C'est un mot très fort en diplomatie. Bien évidemment. Mais au-delà des éléments de langage, du côté chinois, est-ce qu'on peut prédire que, vous savez, cette génération de diplomates dits des loups guerriers, des loups combattants, sont un peu muselés par le pouvoir aujourd'hui? Là, au contraire. D'accord, parce qu'on pouvait penser qu'avec les loups guerriers, les loups commerciales américaines, on les mettrait un petit peu de côté, parce qu'ils étaient très offensifs. On l'a vu notamment avec l'ambassadeur de Chine ici en France, qui se permettait des commentaires qui sont un peu déplacés pour le moins. Quand il était au Canada, où il a traité nos amis canadiens d'une manière... Donc cette génération très dogmatique, doctrinaire, continue? Au contraire, le président Xi Jinping et le Parti communiste chinois leur ont enlevé leur muselière et leur ont demandé d'aller au combat. Alors on dit que c'est un petit peu moins vrai de l'ambassadeur à Bruxelles auprès de l'Union européenne, je ne peux pas en juger, je n'y suis pas, mais ils ne seront pas muselés. Ce que cela veut dire en tout cas, et ce sont les ambassadeurs de Xi Jinping. Il ne faut jamais oublier que les ambassadeurs représentent non pas leur ministre, en réalité, ils sont sous l'autorité de leur ministre, mais ils représentent le chef de l'État. Ce que ça traduit probablement... Qui est nommé à vie. Qui est nommé à vie, enfin, qui sera fictivement élu à chaque congrès, probablement, pendant quelques décennies. Ce que cela traduit certainement, c'est la volonté de Xi Jinping de continuer dans le durcissement. Il y a des gens qui s'y opposent en Chine, mais c'est très difficile de savoir quelles sont les oppositions. Mais on le sait. Il lui a fallu 1 an pour tenir le 4e plénum après le 19e congrès. L'université de Baidahe a été très mauvaise. Il y a des petits signes dans la presse, il y a quelques universitaires qui parlent, il y a des gens qui disparaissent. Et ça, c'est le signe en Chine qu'il y a des opposants. Ceux qui disparaissent sont des opposants. Mais moi, je ne crois pas du tout que les loups guerriers vont s'arrêter, parce que je crains qu'au contraire, le cycle qu'a ouvert le président Xi Jinping dans son 2e mandat, donc au 19e congrès en 2017, c'est un signe de refermement. Quand j'y étais, au début de la bagarre avec les Américains et du conflit commercial, on a commencé à faire référence à Mao, à la longue marche, pour dire au peuple chinois, nous avons résisté à bien plus difficile que cela, en ne comptant que sur nos propres forces. Donc on préparait l'opinion publique à une forme de réenfermement de la Chine. Donc il y a probablement des opposants, des gens qui ne sont pas d'accord, qui pensent que... On ne les voit pas. Est-ce que l'Europe a une vraie stratégie, vous pensez, parce qu'on en voit les balbutiements, ou alors est-ce que c'est simplement la queue de comète, je dirais, de la guerre commerciale américaine qui va tous azimuts pour les mauvaises raisons? Est-ce qu'on se raccroche au wagon, je veux dire, ou il y a une stratégie? Là-dessus, il faut être clair. Il faut d'abord rappeler que l'Union européenne, qui est la première puissance commerciale du monde, a la moitié de ses intérêts et de ses préoccupations qui sont les mêmes que ceux des Américains. Alors la différence, c'est que nous ne sommes pas Trump et nous n'appliquons pas la méthode américaine. Mais quand les Américains ont ouvert des contentieux à l'OMC, l'Union européenne l'a fait aussi. Pas pour soutenir les demandes américaines, mais ses propres contentieux. Donc nous avons, nous aussi, des demandes. Deuxième signe, pourquoi est-ce qu'on a relancé la négociation de l'accord sur les investissements? Les Chinois n'en voulaient pas, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là. Ils voulaient un accord commercial. Et nous leur avons dit, il n'y aura jamais d'accord commercial avec l'Union européenne tant que nous n'aurons pas d'abord
un accord de protection et de garantie des investissements, parce que ça, pour nous, c'est fondamental. Nous voulons la réciprocité. Les Chinois parlent toujours, vous savez, de ce concept de gagnant-gagnant, et nous leur avons dit, maintenant, vous devez l'appliquer. Et j'ai compris que c'est ce qui s'était passé hier pendant le sommet. Et pour finir, vous êtes un champion assumé du multilatéralisme. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, et ça serait peut-être, vous avez écrit vos mémoires, apparaître bientôt, si un jeune diplomate, vous aviez des conseils à lui donner, comment peut-on être multilatéraliste 6 mois après cette pandémie de Covid-19 où tous les éléments de langage, où la stratégie diplomatique a changé très rapidement? Je crois qu'au contraire, la crise a montré combien nous avions besoin, plus que jamais, du multilatéralisme. Quand les Nations Unies ne fonctionnent pas, c'est réconcilier les contraires, le multilatéralisme? Non, c'est au contraire pousser et obliger au compromis. Notre problème, c'est que nous avons des puissances hégémoniques aujourd'hui, comme les États-Unis et la Chine, plus la Russie, qu'il ne faut jamais oublier, qui ont des comportements déviants par rapport à la norme internationale telle qu'elle avait été définie dans les années 45 aux Nations Unies. Il faut revenir aux principes fondamentaux. Et un point important, c'est aussi comme ça qu'on défendra nos valeurs, les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit. C'est ça qui est à la base du multilatéralisme de l'après-guerre, et c'est à cela qu'il faut revenir. C'est ce combat-là que les jeunes doivent mener aujourd'hui, parce que c'est leur avenir qui en dépend. J'espère que le message sera passé. Jean-Maurice Ripert, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien de France 24. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois le chanteur Benabar qui revient sur le devant de la scène avec un nouvel album. Pour ceux qui aiment la scène, c'est indispensable, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'oxygène. Ce moment de partage avec les gens, avec les musiciens est réel. Ensemble, nous irons visiter la maison de Balzac où le célèbre romancier a écrit La Comédie humaine. Et puis une rencontre avec Cyril Houplin, illustrateur, peintre et scénographe. Le Paris des Arts de Benabar à retrouver très vite sur France 24.